diffuse. Cette deuxième et dernière table ronde est sur la restitution de la recherche orale. Elle sera modérée par Louis Lucas et Jocelyn Cotensin. Et je vous remercie tout d'abord pour avoir réalisé le graphisme du programme de cette journée. Donc DEFA enseigne le design graphique et la typographie sur le site de l'Orient depuis 2011 en s'attachant particulièrement aux conditions d'émergence et d'usage de la forme graphique. Elle est cofondatrice de la galerie chez Jeannette. Sa pratique du graphisme s'articule autour des questions liées à l'édition, l'identité visuelle, la typographie et la signalétique. Tandis que Jocelyn enseigne aussi le design graphique, la typographie aussi, sur le site de l'Orient aussi, mais depuis 2006. Artiste et graphiste, il s'intéresse particulièrement à la question de l'émission et de la réception des images, des codes et des langages, et plus encore à la capacité d'un projet et d'un travail à ne pas circonscrire un territoire, mais à circuler entre différents points. Depuis une quinzaine d'années, son travail s'est développé d'une part sur le développement du studio Lieu commun, plateforme de création graphique, typographique et éditoriale, et d'autre part sur la mise en œuvre de projets dans les champs des arts visuels et de collaboration avec d'autres artistes, notamment des chorégraphes. Donc 15 minutes pour 3 interventions et après 30 minutes de discussion pour clôturer à 17h30 pile pour que chacun puisse reprendre le quart ou autre. On va commencer par Christophe Viard, qui enseigne la théorie des arts sur le site de Rennes depuis 2008 et à l'Université Paris 1 depuis cette année. Il est l'auteur d'une thèse sur l'espace de l'œuvre comme fiction. Parallèlement à son engagement dans l'enseignement, ses recherches s'appuient sur l'articulation de l'analyse théorique et de la pratique dans l'expérience artistique. Elle repose en outre sur une activité artistique personnelle menée au travers d'expositions, d'éditions et de résidences. Christophe s'intéresse plus particulièrement aux notions de fiction, de dialogisme et d'humour dans l'art contemporain. Il dirige un programme de recherche consacré aux dits et écrits d'artistes, théorie et fiction. Merci Gwenaël, merci aux organisateurs de cette journée. L'objet de mon intervention prend son origine dans un récent travail que j'ai eu l'occasion de mener dans le cadre d'un programme de recherche, on vient de le dire, consacré aux dits et aux écrits d'artistes. Le colloque que nous avons organisé en 2013 en partenariat avec l'École d'Art de Bretagne à Rennes, le Musée de la Danse, le FRAC Bretagne et l'Université Rennes 2, portait sur le sujet d'actualité des conférences d'artistes. Il se donnait pour tâche d'interroger le statut et la fonction des discours des artistes devant, ça tombe bien, un auditoire. Il s'intéressait notamment aux notions de médiation, ce colloque, de transmission et d'interprétation, effectivement, auxquelles l'artiste conférencier se réfère dans sa démarche, à l'instar de tout chercheur. Mais c'est aussi de manière moins spécifique que celle qui apparaît dans les conférences d'artistes que l'usage de la parole constitue la forme la plus courante que nous pratiquons dans le cadre de nos activités au sein de nos écoles en tant qu'enseignants et étudiants, artistes, critiques, théoriciens, chercheurs. Il est aussi évident que c'est avec la voix que nous nous faisons le plus couramment entendre, comme nous pensons, réfléchissons, étudions au sein de nos formations et de nos espaces de création. Or, tout se passe comme si de manière inversement proportionnelle à son utilisation la plus triviale, la parole se soustrayait à toute restitution, faute de pouvoir être évaluée pour se voir reléguée dans les marges du silence. Le paradoxe ne va pas sans rappeler le geste du silence de ceux qui, suivant le mot de Poussin, font profession des choses muettes. C'est dans la terminologie des historiens le signum harpocraticum, le geste d'Harpocrate, le dieu du silence, qui intime qu'on se taise d'un doigt posé sur la bouche. Sa portée peut être tantôt interprétée dans un sens passif,
et tantôt dans un sens actif, en s'imposant soi-même de tenir sa langue, ou en demandant aux autres de se taire. Il n'est ainsi pas rare de voir les artistes adopter la posture de la mutta, de l'éloquence muette, pour opposer la vanité de la parole à la réalité du faire, soit, en d'autres termes, pour opposer la futilité du bavardage à la vérité de l'art. De l'art qui se passe des mots. Les exemples ne manquent pas pour invoquer le primat du travail sur la parole, une parole accessoire. Comme cela arrive avec certains étudiants, ils, ces exemples, ne se démarquent guère des formules répétées à l'envi par un Picasso proférant « Je m'exprime à travers ma peinture et je ne peux pas m'exprimer par les mots ». Récemment publié à l'occasion de sa consécration parisienne, les entretiens d'Anish Kapoor étaient réunis sous l'intitulé « Je n'ai rien à dire ». Comme les conférences, l'exemple des propos des artistes permet d'éluder l'opposition schématique entre la parole et le texte. L'oral n'est pas tant subordonné aux aléas de l'improvisation qu'il n'est assujetti à l'attention qu'on lui porte et à l'échange qu'il engage. Quand il ne précède pas la parole, comme lorsqu'un conférencier répète tout bonnement ce qu'il a écrit, tel votre serviteur, le texte la remplace, la parole, après coup, sous la forme d'un document. La publication d'un tel document constitue une première manière de conserver une trace de l'oral. La conservation de l'oral n'est pas contradictoire avec le refus des notions de prévisibilité qu'une improvisation peut défendre. Telle qu'elle est produite sur le champ, une improvisation, qu'il s'agisse d'une conférence interprétée comme une performance ou d'une interview, mêle tout à la fois la spontanéité de l'instant et la répétition préméditée au fil du temps. Parallèlement à son exposition rétrospective organisée au FREC Bretagne, nous avions eu le bonheur d'associer Esther Ferrer au projet Paperboard des conférences d'artistes. En posant des mots sur des gestes, la conférence d'Esther Ferrer, l'art de la performance, théorie et pratique, c'était son titre, la conférence d'Esther Ferrer simule l'attitude d'une oratrice assignée au rôle d'une lectrice qui se voit disputer le terrain aux actions les plus diverses. Si les paroles d'Esther Ferrer ont été écrites au préalable, leur conservation ne peut guère négliger les gestes auxquels elles sont indiscutablement liées, ces paroles. C'est, contrairement à l'écrit, la présence physique d'Esther Ferrer qui donne du poids aux mots, tels qu'ils se constituent des objets plastiques, malléables et ductiles à souhait, tels qu'on la voit installée à sa table derrière un micro. Le discours qu'elle prononce, Esther Ferrer, impose le silence aux commentaires savants sur la performance pour ne retenir que le mot problématique de performance, associé à certains emplois et exceptions. Elle ne dit rien, sinon qu'elle prononce le mot performance, associé à d'autres emplois. Performance sur l'art de la performance, la parodie à laquelle elle se livre, dans le silence du mime, déplace les mots d'un texte muet vers leur appréhension visuelle. Comme pour la conférence d'Éric Dukertz, donnée dans l'auditorium de l'école de Rennes, à l'occasion de ce même colloque, l'enregistrement de la création d'une œuvre en direct ne se réduit pas à sa seule captation, mais vise sa restitution à la fois comme manifestation et observation de la création, et comme, deuxième chose, médiation et diffusion de cette création. Conserver, archiver, référencer, c'est aussi loin des noms et des schémas inscrits sur un paperboard de circonstances que la parole improvisée est alors diffusable à merci, quand elle n'est pas soumise à la loi des scores comptabilisant le nombre des vues associées aux vidéos disponibles sur Internet. Parallèlement aux cours et aux conférences, l'entretien, une autre
exception de l'usage de la parole. L'entretien instaure un autre moyen de restituer une pensée énoncée à l'attention d'un tiers. Mais il ne constitue pas nécessairement un événement public. Je ne crois pas que nous ayons conservé de traces, à l'exception peut-être de quelques images prises à la sauvette, de la belle table ronde qui réunissait Alan Sekula et Ivan Salomon à l'occasion de l'exposition d'Alan Sekula à la Criée à Rennes en 2012. Les propos tenus à cette occasion se sont peut-être dissipés au profit du souvenir d'un moment privilégié partagé entre les artistes et le public. Le bénéfice que nous retirons de nos conversations s'attache parfois moins au sens de nos paroles qu'au plaisir qu'elles procurent, ces conversations, en nous réunissant. Donner à entendre ou à lire, l'entretien enregistré ajoute à la communication d'informations l'expression d'une relation particulière susceptible de se reproduire avec chaque auditeur ou lecteur. De même, un livre ne s'achève pas à l'issue de la lecture d'un seul individu, mais se partage à plusieurs, comme une discussion tenue en commun. Une question. Seule une parole enregistrée, retranscrite sur les ondes ou couchée sur le papier, peut-elle se voir créditée sur le registre de la probité? La restitution de l'oral implique-t-elle nécessairement de pétrifier les mots dans le mutisme des livres ou de les piéger avec un micro? À une époque où l'artiste a entrepris de prendre la parole en son nom, en répugnant d'admettre qu'on puisse parler à sa place, on peine à croire qu'il soit encore difficile de légitimer une culture orale propre à la création artistique. L'exemple, un exemple parmi d'autres, d'une soutenance de thèse qui ne s'encombrerait pas du pesant volume consacré pour privilégier la forme dialogique de la conversation vient à l'esprit dès lors. Un temps rare et précieux, très précieux, est cependant heureusement accordé aux étudiants de nos écoles au moment de la soutenance de leur travail plastique, pour le DENSET par exemple, sous la forme d'un échange avec les membres de leur jury. En plus de la défiance qu'inspirent naturellement les idées des artistes, l'une des raisons de tenir l'usage de la parole en suspicion tient à la difficulté de démêler la sincérité et l'imposture. Toute parole est un geste et façonne le langage comme on modèle la réalité, en assemblant des morceaux existants, ainsi qu'on monte un film en mettant bout à bout des fragments visuels et sonores. Elle anticipe dans ces conditions l'opération de montage auquel donne lieu sa transcription, écrite, sonore ou visuelle, pour être donnée à lire, à entendre ou à voir. Dans les notes, à la fin du recueil d'entretien qu'elle présente sous le titre « L'art, point d'interrogation, c'est une meilleure idée », Irmeline Lebire explique que Marcel Broutard et Christian Boltanski ont monté leur interview eux-mêmes à partir des transcriptions brutes dans l'urgence de répondre au délai imparti en vue de l'édition de leurs catalogues respectifs. Broutard allant même jusqu'à reprendre les questions de l'auteur. Comme une question appelle en retour une réponse. La parole est une activité d'échange. En sollicitant une seconde parole, elle concerne le principe du don et l'obligation de rendre en retour un présent en échange, suivant la célèbre théorie de Marcel Mauss sur le potelage et le culat. Elle intègre dans cette perspective une visée pédagogique, où son usage propose de supprimer la position dominante de l'enseignant sur l'élève pour parler et écouter à tour de rôle, comme dialoguer consiste à s'entretenir ensemble. C'est dans un chapitre de son livre « Enseigner et apprendre, art vivant » que Robert Filou raconte une anecdote à l'origine de sa collaboration avec Joachim Pfeffer lors de la fabrication du Poipoidrome. Pourquoi un nom aussi étrange? Quelque part en Afrique, lorsque deux personnes se rencontrent, elles se demandent
comment va ta vache? Et comment va ton champ? Et comment va ton fils aîné? Et comment va ta maison? Et ainsi de suite, passant en revue toutes leurs possessions, jusqu'à ce que l'une de ces personnes dise « Poi poi », à quoi l'autre répond « Poi poi ». Puis, toutes les deux s'arrêtent pour recommencer par le début. Or, c'est ma conclusion. De même que le bon déroulement d'une rencontre repose sur de nombreuses conditions, l'état d'une restitution dépend de ce que chacun apporte. Comment restituer une parole sans avoir levé les obstacles qui paralysent l'expression des pensées? Le problème n'est pas d'avoir des idées, mais de pouvoir les dire, de les énoncer en vue de leur restitution. Il consiste à intégrer la difficulté de chercher une phrase à la recherche elle-même. L'objectif de restituer une recherche ne sera donc pas d'ajouter de nouvelles données à des archives déjà pleines à craquer, mais de laisser à chacun la parole. Loin de contester la primauté de l'écrit, considérer l'usage de la parole dans la formation et la recherche en art ne vise pas cependant à combler un déficit, mais à voir et à entendre autrement. S'ils rendent aussi, sous une autre forme, ce qui a été fait, suivant la définition de la restitution, définition archéologique d'une certaine manière, l'enregistrement auditif ou visuel de la parole, ou sa simple écoute, dégagée de tout appareil, ne permet pas moins d'interroger les conditions de production des discours sur l'art. Écouter dans le temps présent, en l'absence de tout secours technique, représente un effort qu'il faut dès lors se donner la peine de faire pour résister aux paroles toutes faites. Ainsi que l'écrit Francis Ponge, au sein de ses proèmes, c'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile. L'art de ne dire que ce que l'on veut dire, l'art de les violenter ou de les soumettre. Somme toute, fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique, une œuvre de salut public. Je vous remercie. Merci Christophe. On va enchaîner tout de suite avec Sophie Demet, qui est diplômée de plusieurs écoles d'art françaises. Elle est également titulaire d'un master communication art et design du Royal College of Art de Londres, au cours duquel elle coordonne le projet Département 21, un espace alternatif de travail, de rencontres et d'expositions autogéré par les étudiants dont elle va nous parler aujourd'hui. Depuis, elle partage son activité entre son travail de graphiste indépendante, l'enseignement au London College et sa pratique de commissaire d'exposition. Elle mène également un travail de recherche autour de l'exposition du design graphique. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de collectif qui s'appelle Department 21. C'est un projet de recherche, peut-être une recherche qui est devenue un projet et qui va peut-être amener un contexte intéressant dans la journée d'aujourd'hui puisqu'il était autogéré par les étudiants. Et aujourd'hui, on a parlé. Je pense que c'est bon. On va voir. Ça change. Sinon, donc qui était géré par les étudiants. Et aujourd'hui, on a parlé surtout d'initiatives qui étaient menées par des équipes enseignantes. Department 21 voit le jour en 2009 au Royal College of Art à Londres. J'étais étudiante. Lorsqu'un groupe d'étudiants s'installe pendant 2 mois dans un espace laissé vacant par l'administration et le transforme en un espace de travail interdisciplinaire. Un espace collectif de rencontres, d'expositions, où designers, artistes, ou encore... C'est trop rapide. Ah, ok. Et regarde si ça marche. C'est tous les 20 secondes. Ok, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc un espace collectif de rencontres, d'expositions, où designers, artistes ou encore architectes peuvent expérimenter des méthodes de travail collaboratives. Au centre de ce projet, il y a des intérêts communs, la curiosité de chacun et le dialogue critique. Donc, je vais commencer par l'espace. Department 21 investit successivement une variété d'espaces, mû par la conviction que la conception physique et sociale d'un espace d'apprentissage
a un impact sur sa pédagogie. Espaces, qu'ils soient privés, publics, autorisés ou non, nous permettent de comprendre comment un environnement influence une manière de faire et de penser. Nos modes opératoires sont simples, il s'agit de penser l'espace en adéquation avec son contenu. Dans notre première salle de 250 mètres carrés, vous voyez là, nous supprimons les murs et les partitions. Ils deviendront plus tard les meubles de Department 21. Les étudiants renoncent temporairement à leur bureau dans leurs départements respectifs et s'installent ici. L'espace est organique et s'organise autour des activités et des besoins de chacun. Un espace de travail, une table ronde pour des discussions, des workshops, encore des dîners, un espace de projection, de performance. Partager un espace physique implique que tous les participants s'investissent pour l'activer. C'est l'habiter au quotidien, rétablir un certain ordre après chaque activité pour accueillir la personne qui l'utilise après, ou bien même offrir son soutien à ceux qui voudraient organiser autre chose. De façon cruciale, cela veut surtout dire être sensible et réactif à une dynamique de groupe, tout en se préservant de devenir une société fermée. Plus tard, nous investirons d'autres espaces, de manière moins officielle. Finalement, il semble qu'il n'existe pas d'environnement propice à l'échange et à l'apprentissage. Nous devenons des parasites et intervenons successivement dans des espaces d'exposition en train d'être démontés, dans des parkings, sur des terrasses. Alterner les espaces publics et privés, c'est aussi se préserver d'être une communauté fermée et c'est faire l'interface entre une institution et la sphère publique. Depuis le début du projet, nous mesurons l'importance de penser l'espace dans lequel on travaille et de le dessiner. Nous construisons dès la deuxième année un nouveau système de mobilier pliable, portatif, qui correspond à la nouvelle nature nomade de Department 21. Imprévu. L'imprévu est au centre de notre recherche. Travailler dans un espace complètement ouvert, c'est arriver par accident au milieu d'une discussion. C'est réaliser que le sculpteur ou l'architecte qui travaille à côté de nous a en fait un processus de création très similaire au nôtre, avec un champ d'application différent. Faire partie de Department 21, c'est aussi accepter l'essai, l'inachevé, l'incertitude. C'est faire du temps, créer du temps, prendre le temps. L'école a souvent besoin de résultats. C'est sa manière de quantifier les succès ou les échecs. Pourtant, c'est ces échecs qui font partie intégrante de notre processus d'apprentissage. Et le chemin parcouru semble bien plus important que le résultat obtenu. Quelqu'un a dit ce matin que la recherche devait déboucher sur une œuvre d'art. On pourra en débattre. Discipline. Des 20 disciplines enseignées dans l'école, nous avons créé la 21e. Plutôt que d'organiser des projets interdépartementaux avec des objectifs déterminés à l'avance, nous aspirons à la spontanéité. Avoir une pratique interdisciplinaire, ce n'est pas chose facile dans une école, car l'administration n'est pas habilitée à juger un travail collaboratif. Comment penser le collectif lorsque les notes sont individuelles? Comment un enseignant peut-il s'assurer que chaque individu maîtrise les classes qu'il doit cocher pour son diplôme? Il nous paraît nécessaire de créer une plateforme qui permette une pratique où 1 + 1 = 3. Autonomie. Il est nécessaire que les institutions laissent une place, conceptuellement, intellectuellement, mais aussi physiquement, à des initiatives autonomes et critiques comme la nôtre. Department 21 n'existe que par rapport à l'institution dans laquelle elle évolue. Et elle ne peut exister que parce qu'elle est tolérée par sa même administration. Il n'est jamais judicieux d'opérer en opposition frontale avec l'institution, mais plutôt d'engager une conversation productive et critique avec un système éducatif. Nos initiatives sont précaires. D'abord parce que leur autonomie financière précarise leur existence et limite leur durée de vie. Ensuite parce que le fondement même de l'alternative est de se constituer en réaction à un contexte, à une époque ou à un événement donné. L'une des conditions intrinsèques de leur existence est de se positionner à contre-courant. Dans son livre « Une société sans école », Ivan Illich cite un juge américain de la Cour suprême qui, à propos de l'institution de l'école, déclare « La seule façon d'établir une institution est de la financer ». Department 21 fonctionne sur la logique inverse. Recevoir un financement pourrait remettre en question son indépendance et sa capacité critique. Nous avons vendu nos meubles pendant une vente aux enchères destinée à supporter notre plateforme, et curieusement, ce sont uniquement les membres du comité enseignant et de l'administration qui les ont achetés. Le groupe. Department 21 encourage une vision émancipée du statut d'étudiant, incitant ce dernier à assumer sa responsabilité, à prendre son autonomie ainsi qu'à déterminer lui-même son processus d'apprentissage. Comme toute expérience pédagogique, elle n'existe que si les participants sont prêts à l'activer.
c'en est même la condition essentielle. Une autre organisation alternative, voire même anarchique, appelée London Hackspace, a affiché dans ses locaux une liste de règles de savoir-vivre. Elles correspondent assez bien à la philosophie d'Apartment 21. La règle numéro 4 se lit comme suit. If something is broken, fix it and please don't complain. Si quelque chose est cassé, réparez-le et s'il vous plaît, ne vous plaignez pas. Pour chaque événement, l'espace, le lieu ou l'activité, mais surtout la diversité de la composition du groupe est un ingrédient clé pour permettre un échange fructueux. Department 21 fonctionne grâce à la tension entre un accomplissement personnel en tant qu'individu et un objectif collectif. Ces projets se confrontent inévitablement au balbutiement de la politique. Créer une institution, c'est déterminer le fonctionnement d'un groupe social, sa structure et ses règles. Qui décide? Comment prendre des décisions? Que faire en cas de désaccord? Quelle place accorder au compromis? Pour conserver une autocritique essentielle à son fonctionnement, nous avons décidé de maintenir en son sein l'existence d'opinions antagonistes. Production. Notre premier événement s'intitulait Take a Seat in Department 21. Nous avons demandé à chacun de fabriquer sa propre chaise. C'était un détail, mais aussi un moyen d'expliquer que faire des choses ensemble était... C'était un détail, mais c'était aussi un moyen de faire des choses ensemble et de dire, ici, il n'y a pas de spectateur passif, celui qui va s'asseoir avec la main à la pâte. Nous avons publié un livre à la fin de la première année, qui est là, qui contient tous les budgets, tous les coûts de chaque événement, et une sorte de manuel dont quelqu'un d'autre peut-être pourrait se servir. Il contient également un abécédaire des termes qui nous paraissaient importants. Nous avons créé un document en ligne accessible à tous avec tous les contacts d'institutions, d'organisations qui nous ont supportés, qui est donné à qui souhaite organiser une chose similaire. Chaque événement est une excuse pour trouver de nouveaux moyens de documenter le projet. À chaque événement, sa captation, atelier d'écriture, dessin en live, streaming éphémère sur Internet, atelier radiophonique. Chaque captation est pensée en fonction de son sujet. Ne pas restituer donc, mais produire comme une forme de documentation. Notre leitmotiv est de réactiver des espaces plutôt que d'en parler. L'envie d'écrire ce nouveau texte aujourd'hui et de prendre un peu de recul, puisque plusieurs années se sont passées. Avec en tête cette sorte d'adage que nous avions un jour, faire c'est rechercher et faire en fait c'est faire exister. Parfait. Il y en a pas d'autres, j'arrête. Du coup, on enchaîne avec Sylvie Boulanger, qui dirige le CNAI, Centre National Édition Art Image, à Château, Paris. Un lieu de recherche, de résidence, d'exposition et d'édition dédié aux pratiques artistiques, éditoriales. Chercheuse, commissaire de plus de 200 expositions, éditrice, elle développe actuellement des projets de recherche et d'exposition sur la dissémination de l'acte artistique et constitue sur ce thème une collection, le fonds FNRA. Sylvie Boulanger a été successivement directrice adjointe des expositions au ministère de la Culture, fondatrice et directrice d'art public contemporain, présidente de DCA, Centre d'art français. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Multitude et de plusieurs comités de recherche de différents programmes de recherche au sein des écoles de Nancy, Rouen-Le Havre, Annecy, Alger. Et pour finir, elle est également membre du conseil de la recherche de l'ENAD Grenoble-Valence. Elle va nous parler d'un désordre en bibliomanie. Merci. Merci pour toutes ces journées, toute cette journée en fait. Très riche. Et moi qui m'a permis de confirmer aussi quelques données qu'on essaye de lister et d'étudier avec les artistes et les porteurs de projets de recherche qui travaillent au CNAI, qui travaillent avec nous. Et notamment que nous sommes encore, à mon avis, dans une phase d'utopie de la recherche en art. Utopie presque au sens étymologique, puisque utopie signifie sans lieu. De cette recherche, et notamment parce que après avoir un peu oscillé entre l'idée pratique et l'idée théorique, dont on sait maintenant qu'elles ne sont pas opposées, donc on évacue ce questionnement-là, on ne
aussi un peu, on a vu avec tous les projets aujourd'hui, entre ce qui serait un projet artistique, finalement, financé par un financement de recherche, et puis ce qui serait un projet de recherche en histoire de l'art, financé également par des subventions de projets de recherche en art. Voilà, donc toute la question à laquelle malheureusement je ne vous apporte pas trop de réponse, est celle-ci, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à former cette langue de la recherche en art, c'est-à-dire quelle est la spécificité finalement de la recherche en art par rapport à la recherche en histoire de l'art. Il faut rappeler que la pratique artistique, on peut le constater, représente le plus souvent une source de données pour les investigations portées par d'autres disciplines, par l'histoire, par la géographie, par la philosophie, la sociologie, l'économie. Là, nous sommes sur une recherche finalement en histoire de l'art, un autre type de recherche. Face à ça, la recherche en art est en train, on l'a vu avec certains projets un peu plus utopiques, on va dire, dans une utopie réalisable, on va dire, mais la recherche en art dépasse les frontières formées par la description et l'analyse du corpus. D'où la difficulté à penser la recherche en art comme un domaine pratique et théorique, mais singulier, qui serait plus proche, finalement, d'une science de l'art en train de se faire, c'est-à-dire une science de la réflexivité, ou une science humaine à part, qui serait une science de la création, par exemple, et non pas une science sur la création. Et donc fondée sur des savoirs transversaux, et on va voir plus que transversaux. Alors, pour ce faire, je vais faire l'exercice extrêmement difficile de repartir de certaines spécificités, de ce que pourraient être des spécificités du processus artistique. En tout cas, certaines spécificités qui peuvent nous être utiles pour redéfinir la singularité de la recherche en art. La première, c'est que l'art est une pratique, et on l'a beaucoup vu aujourd'hui, qui prend sa source dans le hors-champ de l'art. Les biologistes ne prennent pas leur source dans le hors-champ de la biologie. On parlait des spécialistes de la nageoire droite de certains poissons. Voilà, ils restent sur la nageoire droite de leurs poissons. Ce qui en fait une activité transgressive d'un point de vue de la spécialisation académique attendue dans toute action de recherche. La recherche en art n'a pas de spécialisation académique. Elle prend donc sa source dans son propre champ. Peut-être la deuxième spécificité, ce serait la production, la création, en fait la formation d'une phrase, d'un langage, d'une langue singulière qui est la phrase artistique, qu'elle soit visuelle, sonore, textuelle, orale, et qui, si elle ne rompt pas avec l'intelligible, se situe dans une mise en cause de l'illustration et de l'explicatif. Là aussi, c'est très transgressif par rapport à une recherche académique. On peut parler d'actes poétiques, on peut parler de jeux avec les formulations informatives, théoriques, narratives, factuelles. En tout cas, c'est la création d'une langue. Peut-être une troisième spécificité, c'est que la pratique artistique anticipe. On dit qu'elle s'ancre dans l'actualité, non seulement elle s'ancre dans l'actualité, mais avec un phénomène de vision, en fait, qui lui permet d'anticiper des mutations. Des mutations sociales, des mutations technologiques, évidemment, des mutations économiques. Et donc elle contextualise, le mot a été prononcé tout à l'heure, des champs culturels et intellectuels. Ce qui nous renvoie, évidemment, sur le hors-champ. Et enfin, je citerai une quatrième spécificité, mais bien sûr, on pourrait continuer avec un autre sujet qu'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui. Mais elle pense l'acte de diffusion, c'est-à-dire l'exposition, par exemple, pour parler plus évident, comme un acte dérivé, comme un acte augmenté, c'est-à-dire un acte aussi de création en soi. D'où le travail des créateurs d'exposition et d'où le gros travail des artistes quand il s'agit de diffuser leur travail.
Ce n'est pas uniquement un acte de diffusion et de communication, mais un acte artistique dérivé. Alors, si on reparle de ces spécificités, que serait la recherche en art? Peut-être définir très basiquement en fait que l'acte de recherche en général se distingue par sa vocation à produire des objets de connaissance qui, mis en partage sur des plateformes, permettent l'augmentation de la connaissance et de l'expérience auprès d'un public actif, donc d'un public adressé. On n'est pas dans une forme sans adresse. Donc la double exigence d'augmenter et d'adresser le savoir suppose la production d'objets miscibles et transmissibles sur des plateformes, et sur des plateformes dont l'adresse est identifiée. Or, d'une part, le système de diffusion internationale des résultats de recherche ne laisse encore à peu près aucune place à ce qu'on va appeler, pour résumer, le poétique. Et même si le projet anticipe et produit une diffusion, comment faire dans une organisation construite presque uniquement pour des formulations textuelles et théoriques? Alors, il y a deux mauvaises solutions. Ça va être contourner l'acte artistique. C'est-à-dire finalement exploiter l'acte artistique pour qu'il devienne miscible au dispositif de recherche existant, sans bien le pervertir. Beaucoup d'artistes enseignants et beaucoup d'artistes-chercheurs sont très inquiets là-dessus. Ou alors le commenter, c'est-à-dire revenir au modèle où on utilise, en fait on commente un projet artistique, sans créer un troisième objet qui serait effectivement le résultat d'une recherche en œuvre. Le commenter par l'écrit, par la théorie, par la critique d'art, par l'exposition, par la conférence. Donc il s'agit, comme l'exprimait déjà en 1813 le linguiste Friedrich Schleiermacher, de créer une langue spécifique. Tout homme pensant librement, de manière indépendante, contribue à former la langue. Il s'agit de penser librement et de manière indépendante. Si on explore les talents artistiques qui sont mis en jeu aujourd'hui, en fait, on peut imaginer du moins une vision, une utopie pour former cette langue spécifique de la recherche en art. On peut constater, en tout cas, c'est ce qui nous arrive avec bonheur au CNAE quand on travaille avec des artistes, des chercheurs, des économistes sur les projets de recherche, au moins 4 usages libres et indépendants de la pensée artistique qui pourraient être donnés en argument en faveur d'un développement souhaitable de la recherche en art. Je vais en citer 4 parce que à chaque qualité, chacune de ces 4 qualités correspond à une phase d'un projet de recherche. Premièrement, la définition du corpus. Donc, on en a parlé, il s'agit effectivement d'exploiter ce talent, cette agilité dans l'usage du hors-champ, dans l'exploitation des données. Deuxièmement, sur le plan de la méthodologie propre du travail et même de la vie d'un artiste, la réflexivité. Ça, c'est un sujet extrêmement important, puisqu'au lieu d'étudier un objet, la création fait acte de réflexivité, l'acte créatif, l'acte artistique fait acte de créativité à tous les stades en fait, de la création du projet. Le sujet, la méthode, la production, la réunion des données, la restitution, la diffusion. Troisièmement, on peut parler de cette phrase et de l'invention des formes. Et dans les formes, ce ne sera pas uniquement les formes physiques, mais aussi toutes les formes de restitution de la pensée, et qui doivent énormément intéresser les scientifiques, et qui donnent lieu actuellement au système de version, d'augmentation, de référencement, de traduction artistique, de collaboration, d'association. En tout cas, toutes ces formes de mise en fréquence, à la fois de différentes formes culturelles, mais aussi scientifiques. Ça me fait penser pour ceux qui l'ont lu,
au dernier livre d'Hermann Hesse qui est Le jeu des perles de verre, voilà, qui décrit assez bien en fait, l'acte artistique. Et enfin, quatrièmement, penser la diffusion comme acte critique, c'est-à-dire dans un acte de recherche, il va falloir penser la pédagogie, mais une pédagogie adressée, ou les formes de diffusion comme partie intégrante de la création. Voilà, alors je pourrais développer ça, mais je crois que j'ai pas le temps. Et je préfère peut-être vous montrer quelques images et terminer tout de suite sur juste peut-être une attention sur le fait de publier et diffuser les objets de recherche sans verser dans le commentaire, je l'ai dit, et en d'autres termes, comment publier une recherche originale en art. C'est peut-être ce mot qui est important dans un contexte en fait du numérique et du big data qui crée une résistance énorme à l'originalité et qui favorise énormément, évidemment, le commentaire, l'illustration et la reproduction d'images. Je peux peut-être vous montrer regardez pas. Non, mais ça va le cacher. Ça va le cacher. C'est le A minuscule. Voilà, 5 minutes. 5 minutes. Donc voici l'île des impressionnistes. Et le centre d'art qui devient un outil, je ne l'ai pas dit, mais également pour la recherche, puisqu'on va progressivement arrêter le programme d'exposition en 2015 et le modèle classique du centre d'art avec ses 3 salles d'exposition par an, etc., pour créer réellement un outil de recherche et de restitution de la recherche avec ce qu'on appelle une convention, vous savez, comme chez les vendeurs d'ordinateurs, une convention annuelle où, sans invitation, l'ensemble des acteurs artistiques pourront venir et exposer à la fois leurs projets, échanger et performer et faire des conférences. Un festival. Pardon ? Oui, donc je vous présente donc les outils dont disposent ces projets. Ça, c'est la maison flottante, conçue et dessinée par les frères Bourlec, et Romain Bourlec, avec l'aide de Jean-Marie Finot. Pour ça que j'étais sensible au projet de bateau tout à l'heure, le bateau de recherche. Donc ça, c'est notre lieu effectivement de résidence pour les artistes, les auteurs, les théoriciens, en tout cas tous les partenaires de la recherche. L'extérieur, vous voyez Yona Freeman avec qui nous poursuivons un travail depuis 7 ans
de publication et d'expérimentation de ces nouvelles formes architecturales utopiques. L'intérieur avec un projet qui est absolument vide de meubles et de contraintes. On a juste 1000 de ces étuis en acier qui s'empilent et qui s'aimantent et qui permettent de construire les meubles ou les ranger ou de rendre l'espace vide, qui permettent de construire des bibliothèques, des tables, ce qu'on veut. Et voici un des projets de recherche, un by téléphone qu'on a mené depuis 3 ans. Il s'agissait de reproduire, de prolonger en fait, l'expérimentation de l'exposition de 1969 au musée de Chicago, qui consistait à demander à des artistes conceptuels, pour la plupart, de réaliser une œuvre par téléphone. Donc avec l'école d'Angers, de Bordeaux, avec le San Francisco Institute of Art et avec la Liliane Foundation, on a mené un projet pendant 3 ans qui a consisté à demander à des artistes et à des étudiants d'expérimenter ce principe en fait ultra conceptuel de réalisation d'œuvres par téléphone. Voilà toutes les versions exposées de la pièce de Denis Oppenheim, dont la règle était qu'il téléphonait en fait chaque mois son poids au conservateur, lequel devait modifier l'état qui reproduisait exactement au gramme près le poids de Denis Oppenheim et l'état de matériaux qui avait servi à la construction du musée. Voilà, comme Denis Oppenheim est mort, sa femme donc, a accepté de continuer l'expérience, donc il s'agit de son poids à elle. Donc, vous voyez, à Montpellier également. Donc ce projet de recherche a donné lieu donc à 5 sites d'exposition dans le monde, énormément d'expérimentation, environ 200 œuvres produites et mises en regard du sujet de la conceptualisation de l'art. Ça, c'est un autre projet de recherche qui nous intéresse parce qu'il expérimente un labo qui est dirigé par un artiste autodidacte, Jean-Marc Chapouli, qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas thésard, et qui avait décidé de créer une méthodologie. On a pensé ensemble une méthodologie qui consistait à identifier des films des Frères Lumière et à les faire analyser en direct par des philosophes. Vous voyez ici André Labarthe, et analyser en direct en fait ces films. Et le tout était filmé par la caméra de l'ordinateur. Et Jean-Marc Chapouli produit à l'issue de ce travail qui a été fait toutes les semaines pendant 30 semaines, produit lui-même un film d'artiste, mais qui est à la fois film d'artiste et documentaire, que je pourrais vous montrer. Voilà. Autre projet de recherche de Leonard Friedman qui souhaite créer un dictionnaire universel. Et voilà une des formes de restitution à São Paulo qu'on vient de montrer au mois d'août et au CNAI à droite, une des formes de restitution de ce projet qui associe en fait des œuvres, les maquettes de Leonard Friedman, des publications d'artistes et des écrits théoriques, commentaires sur cette question du dictionnaire universel. Voilà le livre Art by Telephone. Et ça, c'est juste pour conclure. Merci. Merci tous les trois. Les femmes, Jocelyn. J'ai une première question, je prends le micro, j'ai une première question pour Sylvie, en fait, dans la présentation des projets de recherche. C'est où? Ah oui. Tu emploies le mot laboratoire, un mot qu'on n'a pas entendu en fait depuis le début de la journée. Donc, un mot qui appartient davantage en fait à l'environnement universitaire, qui est peu employé dans la question de la recherche en art, mais qui est manifestement revendiqué par le CNAI.
Non, ce n'est pas une revendication. C'est qu'il y a certaines méthodologies de recherche qui effectivement ressemblent plus à des laboratoires. Vous avez vu le projet de Jean-Marc Chapely. On a fait 2 projets comme ça où on identifie, on isole une des salles du centre d'art qui en compte 8. Et cette salle devient le lieu de la recherche où on s'y réunit, on travaille, on invite des tas de gens. Et les productions sont au fur et à mesure présentées dans cette salle, sans que ce soit forcément une exposition. En tout cas, ça pose la question du statut de ces textes ou de ces images que l'on met parfois même au mur, ou qu'on ne met pas justement au mur, juste pour poser la question de la verticalité, de l'horizontalité, etc., du statut. Donc ce lieu devient un laboratoire d'expérience avec un protocole très simple au départ et qui est appliqué à toutes les personnes qui entrent dans ce laboratoire. Il y a eu une étude intéressante là, qui vient de sortir aux États-Unis, réalisée par des sociologues qui ont étudié ce qui rentrait réellement dans un laboratoire de recherche et ce qui en sortait réellement. C'est-à-dire qu'est-ce qui rentre vraiment dans un laboratoire, les objets en fait, qui rentrent vraiment dans un laboratoire de recherche. Et on s'est aperçu que les docteurs en fait, ne faisaient pas eux-mêmes des expériences. Il y avait des laborantins, même en recherche dure, enfin en sciences dures. Les laborantins faisaient des expériences. Et en fait, ce qui rentrait dans le laboratoire de recherche, dans une salle absolument normale avec des ordinateurs, c'est uniquement du texte. Et ce qui en ressort, c'est uniquement du texte. J'avais une question pour Sophie. Sophie, quand tu as introduit en fait l'histoire du département 21, tu as parlé d'un projet de recherche, mais qui est devenu projet par la suite. J'aimerais que peut-être que tu nous précises ou tu nuances un petit peu peut-être l'ambivalence ou l'analogie justement entre la question des projets qui ont été développés dans le cadre du département 21 et en quoi le département 21 était un programme de recherche donc initié par les étudiants. Et puis peut-être que tu nous parles aussi maintenant de ta place en tant qu'enseignante et comment le département 21 influence ta pédagogie actuellement. Donc, 3 questions en fait. J'ai appelé ça projet de recherche parce que je pense que quand on a commencé, c'était pas écrit comme un projet qu'on a proposé à une équipe enseignante, etc. Donc c'est devenu un projet de recherche parce qu'au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, on s'est rendu compte en fait qu'on était en train de rechercher ce que c'était que d'être étudiant dans une école d'art, ce que nous on avait envie d'apprendre, ce qu'on avait envie les gens qu'on avait envie de recevoir et les choses qu'on avait envie qui soient dites. Mais oui, donc je sais pas, j'ai dit ça, projet de recherche, ou recherche qui devient un projet. Je pense que le fait d'avoir un nom, en fait, ça tout de suite, ça fait naître un projet. Parce qu'on s'est nommé comme ça département 21 parce qu'on trouvait que c'était assez... ça résumait tout de suite le fait qu'il y ait un département, mais il n'y en avait aucun qui s'intéressait à une recherche basée sur la collaboration et l'interdisciplinarité. Et du coup, le fait d'avoir ce mot comme ça faisait comme une signature, et on est devenu au fur et à mesure du temps un projet. Alors que je pense à la base, et vraiment c'est comme ça que ça a été monté, à la base c'était vraiment juste un espace de 250 mètres carrés qui était vide parce qu'il devait être travaux pendant 6 mois, mais que les travaux ont pris du retard et tout d'un coup on a proposé, enfin on n'a pas exploité, on a demandé à investir cet endroit de manière temporaire. Donc c'est devenu maintenant département 21 et pendant un moment ça a même été utilisé par l'école sur leur site internet comme étant mettant en valeur un peu leur intérêt pour les pratiques interdisciplinaires. Ce qui était assez drôle et du coup on n'a rien dit parce qu'on a trouvé ça assez beau que finalement cette espèce de département, de faux département avec un nom officiel devienne tout d'un coup, il y a une
place sur les sites. Et puis après, ils se sont quand même rendus compte que c'était un peu plus problématique de l'avoir sur leur site, qu'il y avait quand même une dimension critique. Du coup, ils nous ont dit en fait, donc dans ma pratique d'enseignante, qui est assez nouvelle, parce que ça fait que 2 ans que j'enseigne, j'essaye de tous les termes que j'ai un peu essayé de mettre en avant, les questions de l'autonomie, c'est des choses que j'essaie vraiment de travailler avec les étudiants, à vraiment leur donner de la place, à leur demander d'organiser leurs propres choses et juste de vraiment mettre en place un cadre pour eux, mais ça j'imagine que c'est le cas d'enseignants ici. Et il y a aussi la notion de l'incertain et la croyance dans l'échec. Ça c'est quelque chose que j'essaie vraiment de travailler avec eux, ce qui n'est pas forcément facile, mais on a par exemple fait un projet l'année dernière qui leur permettait de réfléchir à ce que c'était qu'une note. Donc c'était un projet où on avait un sujet, etc. Mais le but et la finalité du projet était qu'ils se notaient entre eux, donc par groupe. Enfin, il y avait tout un système un peu complexe. Et nous, on notait la façon dont ils se notaient. Donc en fait, on notait pas le travail, on notait juste le dialogue critique pendant cette journée. Il y a eu 2 jours, c'était assez long, où ils présentaient leur travail aux autres étudiants et où les étudiants critiquaient de manière constructive le travail. Et ça a été assez intéressant parce que justement, ça leur a permis de comprendre en fait que tout le monde s'en fout des notes et que c'est pas si important d'avoir un A ou un F, parce que c'est comme ça que c'est en Angleterre. Donc oui, je sais pas, j'essaye de manière assez organique, je pense, de faire comme ça des petites expériences avec les étudiants. Quand on a imaginé un peu cette table ronde avec des fins, on a essayé de trouver des expériences et des modalités de réflexion au travail très différentes et connexes. Alors, on n'était pas au courant de la nouvelle orientation du CNAE qui est d'une certaine manière en partie une réponse aussi à cette histoire de restitution de la recherche et de ce que peut être la recherche en art. Mais il y a des points, évidemment, des points communs, mais qui vont émerger très fortement, cette histoire de hors-champ, de contexte. Et j'ai l'impression que dans toutes les expériences qui ont été nommées, alors celle de Christophe avec le projet de conférence sur les conférences, c'est d'une certaine manière un peu aussi à part, mais dans sa construction, elle est aussi une manière de travailler sur le hors-champ, parce que si je me trompe, vous avez construit les conférences, on partait de formes académiques, pour petit à petit aller vers des formes artistiques et des objets d'art à part entière jusqu'à la performance de l'université. Mais à chaque fois dans vos modalités de présentation, j'ai l'impression que c'est définir le contexte où l'émergence d'une forme et d'une recherche peut apparaître. Pour Department 21, c'est précisément ça, c'est-à-dire c'est un espace. Il n'y a pas cette idée de recherche au départ, mais c'est le contexte qui fait que des modalités sont mises en œuvre. Là, en fait, on voit bien sur le CNAE que c'est à partir d'un lieu qui a priori un centre d'art au départ, finalement, c'est travailler sur l'émergence d'un contexte qui puisse permettre l'ouverture vers la recherche. Donc, est-ce que cette question du contexte, elle est déterminante, cette histoire du workshop, mais c'est possible, elle est aussi déterminante. Le workshop, c'est autre chose que les possibles. Et un centre d'art, c'est pas un lieu d'exposition. Oui, bien sûr. Voilà. Au départ, un centre d'art, c'est justement un lieu qui accompagne les artistes dans leur recherche et dans la production dans un second temps, au début, et dans leur diffusion. Et en ce moment, le contexte a énormément changé, comme vous le savez. Donc il faut installer des lieux qui font autre chose que les galeries. Voilà.
continuer à faire des expositions d'œuvres qui sont tout aussi bien montrées dans des espaces parfois plus grands et avec beaucoup plus de moyens, dans des galeries, sans passer un autre message que celui-là, ça ne correspond plus à mon sens à un centre d'art. Centre d'art, c'est un lieu de recherche. Sophie, tu ne voulais pas répondre apparemment, je sais pas. Personne, peut-être, tu veux ajouter quelque chose? Ce qui me vient à l'esprit avec la notion de hors-champ, c'est la façon dont justement, je comprends que j'ai essayé d'évoquer avec la parole, on a pu penser la description, qui est une de nos modalités d'élocution, d'énonciation de la parole, c'est-à-dire de travailler sur un objet absent. C'est ce que l'on qualifie en japonais ekphrasis, c'est-à-dire de penser justement la présence d'un objet absent. Et ça renvoie précisément à ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire la continuité du champ, mais en absence, une absentia. Et il se trouve qu'effectivement, penser la description, telle que souvent on la traite dans nos cadres de formation, de pédagogie et de recherche, c'est très intéressant pour permettre l'expression de la parole. C'est pour ça que cette notion peut nous intéresser aussi, effectivement, du rapport entre champ et hors-champ, parce qu'il s'agit de penser la description. Nos étudiants utiliseraient régulièrement la description pour parler de leur travail. C'est une excellente manière justement de leur permettre de s'approprier les mots qui sont les leurs, bien évidemment, mais qui sont aussi parfois, il ne faut pas en avoir peur, ceux des autres. Ça passe par la citation, c'est une autre manière de penser aussi de leur champ. Peut-être dans la salle, s'il y a des réactions. Oui, bien sûr, on peut pousser plus loin. L'histoire de l'art, la pratique de la peinture en soi est un champ de l'art. Si mettre du pigment sur une toile, c'était l'art, forcément, ça sort. Je sais, il fait chaud. C'est la fin de la journée. On a encore un peu de temps quand même pour développer sur cette grande question de la restitution de cette recherche. Est-ce qu'il faut penser en fait en amont de pourquoi on fait telle ou telle chose? Non, personne n'a envie de développer sur ça. On continue autour de nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le prolongement, par exemple, de l'expérience du département européen. Le prolongement du projet, ouais. Qui n'est pas un projet. Ouais. Justement, dans cette difficulté qu'à un moment donné, il y a l'apparition d'une recherche ou d'un projet qui devenait une recherche. Une fois que ces choses-là sont identifiées, comment continuer à trouver les mécanismes pour que ça ne se fiche pas, quoi. Ça c'est une des questions, et puis la question qui est la plus problématique, en tout cas qui fait que je ne peux plus trop m'en occuper en ce moment, c'est que c'est un projet qui existe dans le contexte du collège pour des gens qui sont étudiants. Et qu'à partir du moment où on ne l'est plus, en fait, du coup, on devient on appartient encore enseignant, d'une certaine manière, ou en tout cas, on n'est plus dans le corps étudiant, et donc on n'a plus la même légitimité. Ce qui se passe, c'est que chaque année, il y a des étudiants qui le reprennent, mais que là, c'est un petit peu les envies ou les questionnements de chacun sont peut-être un peu plus individuels. Quand j'étais étudiante, les frais de scolarité étaient de 3 000 € par an, avec une bourse en général de la moitié. Là, ils sont passés à 9 000 € par an, enfin 9 000 par, donc 10 000 € par an pour 2 années de master. J'imagine aussi que ça replace les priorités, ou en tout cas, ce que je disais, faire le temps, créer du temps, etc. Quand on paye ces prix-là, ça revient à une
payer 150 € par jour pratiquement pour étudier dans une école. Donc je pense que toutes ces choses-là, elles font que le projet il existe toujours, il est en attente d'activation, il y a toujours un site, il y a toujours tous les contacts qui attendent une personne qui voudrait le reprendre, mais voilà, pour l'instant il est un peu en suspens. Et puis il y a quand même aussi finalement au fur et à mesure des années un rapport un peu conflictuel qui s'est installé entre certains départements et ce projet, avec vraiment des choses un peu violentes parfois, des profs ou des directeurs de section qui interdisaient vraiment complètement à leurs étudiants de participer, avec des espèces de menaces comme ça de premier degré, tu n'auras pas ton master si tu vas. Ouais. Alors après c'était des départements d'architecture, ou peut-être on se dit que c'est plus important qu'ils sachent bien le faire que de faire de l'art ou du graphisme, qui construisent des bâtiments, mais c'était voilà. Il y a plein de raisons. Donc en tout cas, le projet existe en tant que potentiel, mais tous les gens qui ne sont plus étudiants ne peuvent plus vraiment se l'approprier de différentes manières. Une question pour Christophe. Sur le projet de conférence, tu as évoqué, ça a été collégialement, l'histoire de la documentation, de la restitution, du commentaire aussi, éviter le commentaire. Est-ce que tu t'es posé cette question-là à l'issue de ce projet qui était assez magnifique pour en donner une restitution justement? Oui, c'est posé forcément, mais dès le départ, la question de la restitution, de la forme traditionnelle, sous la forme conventionnelle de ce que l'on qualifie les actes, qui est un bon mot d'ailleurs, parce que finalement, c'est un terme qui renvoie à l'action, à l'agir, mais qui peut aussi parfois trouver son envers sous sa forme la plus plate et sous sa forme la plus finalement objective. Et effectivement, la difficulté consistait à savoir comment restituer la performance de Cantarella, comment restituer la performance de Eric Luckertz, alors qu'il n'est pas difficile de restituer la performance, entre guillemets, la conférence de Denis Rioux, un historien de l'art qui va parler de la conférence de Yves Klein à la Sorbonne par exemple. Donc le travail qu'on mène actuellement consiste effectivement à repenser d'une manière textuelle tous les propos qui ont été tenus par la parole d'hôte, c'est-à-dire effectivement tous les universitaires, historiens, critiques qui ont travaillé davantage sur la métaconférence, et de l'autre côté, il reste des traces qui sont plus visuelles et qu'on va essayer d'utiliser sous une forme plus plastique dans l'objet qui est le livre des actes de ce colloque. On va essayer de permettre aux images de rendre compte. Ouais, c'est la forme d'une reproduction. Et là, il faut faire appel justement à un autre travail qui est celui du graphiste, du metteur en page, qui va peut-être nous aider justement à considérer la place d'une parole muette documentée avec des images. Je pense que c'est ça qui est réjouissant, là, c'est que, on a vu, on est en train tous d'essayer des projets qu'on traite plus ou moins, mais mieux, c'est ça qui est bien. Mais ce qui est réjouissant, c'est d'inventer les mises en scène. On est obligé d'en passer par cette pensée. On ne peut plus continuer, on ne peut pas commencer ou continuer à penser la restitution de la recherche en art sous forme de texte théorique uniquement. Donc il va falloir penser les mises en scène de ces projets et puis leur diffusion internationale tout de suite. Voilà. Et il reste, comme toute chose, le souvenir du plaisir, parfois du déplaisir que nous aurons vécu en entendant quelque chose, et qui ne passe pas justement par la trace, qui ne passe pas par la conservation. Donc il faut aussi qu'on puisse envisager de considérer la place du souvenir dans la recherche de la mémoire, parce que c'est un terme sans doute beaucoup plus actif, c'est-à-dire comment justement aussi on se souvient des choses et on peut les communiquer autrement. Je pense que ça peut prendre sa place dans nos écoles
eh bien, il y a de nombreuses conférences et on n'en conserve pas, peut-être heureusement, hein, toujours les traces. Mais quelle est la différence entre ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement le plaisir, ce son-là, etc., avec un projet artistique, comme visiteur, comme un masterclass, comme visiteur, On est très proche. Hein. On vient en permanence. Quelle est la différence entre ça et un projet de recherche qui a quand même pour but de partager, le mot a été dit ici, de partager l'augmentation de savoir sur un sujet rédigé, moins connu. Parce que j'essaie de penser, par exemple